Bien, je pense que nous allons pouvoir entamer notre webinaire, le premier webinaire du mois de mai, qui est consacré au burn-out des soignants, ce qu'il coûte et comment l'éviter. Pour cela, j'ai fait appel à deux intervenants qualifiés. Le premier intervenant est le professeur Philippe Colomba, professeur en immunohématologie. Le second intervenant sera Sébastien Neigeon, directeur du cabinet Optimis Santé. Et moi-même, donc Jérôme Poulain, directeur associé de chez Audace, je vous parlerai d'un outil qui peut vous permettre de vous accompagner dans le cadre de la prise en charge de la formation au CEPS. La crise sanitaire actuelle est un facteur d'aggravation naturellement du CEPS, le syndrome d'épuisement professionnel des soignants, car il crée une véritable tension supplémentaire sur les soignants, tant sur les plans émotionnels que physiques. Et le problème est bel et bien récurrent depuis de nombreuses années, vous le savez bien. L'Ordre national des infirmiers alerte sur la situation des 700 000 infirmiers de France, alors que l'épidémie de la Covid est encore à un niveau haut. Selon une enquête publiée le 11 octobre dernier, 57% d'entre eux souffriraient du syndrome d'épuisement professionnel. Et près de 40% ont envie de changer de métier, ce qui est un véritable symptôme. Véritable fléau des temps modernes, le syndrome d'épuisement professionnel des soignants, appelé aussi donc sous l'acronyme CEPS, ou encore burn-out, provoque chaque année dépression et souffrance chez les soignants, désorganisation des services et augmentation du volume de travail chez les encadrants, augmentation des coûts en ressources humaines et par effet collatéral, une possible altération de la qualité et de la permanence des soins dans les établissements de santé, tout cela naturellement aux dépens des patients. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous proposer une image éclairée du CEPS, des moyens d'identifier, de le traiter, de le prévenir, mais aussi pour vous donner quelques clés et des outils que vous puissiez, pour que vous puissiez améliorer la pratique et la prise en charge. Je vous propose tout de suite d'introduire ce webinaire avec Philippe Colomba, qui est professeur en hématologie au Centre hospitalier universitaire de Tours, chercheur en psychologie du travail et des organisations à l'université de Tours au sein du laboratoire Calypsi, président de l'association Aquavie, co-responsable du Master 2 Santé et Qualité de vie au travail, président de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail des professionnels de santé au niveau du ministère de la Santé. Vous êtes donc, Philippe Colomba, un fin connaisseur du CEPS. Pouvez-vous nous définir le CEPS dans toutes ses dimensions? Je vous laisse la parole. Excusez-moi, je vous remercie de m'avoir invité. Et je disais que j'avais choisi une des définitions de l'épuisement professionnel parmi les 70 qui existent au moins. Vous voyez, un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Donc, l'impression vraiment d'être consumé de l'intérieur lié à des stress professionnels. Juste pour vous dire que c'est une longue histoire, puisqu'en fait, vous verrez tout à l'heure qu'on défend un modèle d'organisation de service et que ce modèle a été créé en 1991. Donc, vous voyez, ça fait 30 ans exactement et qui est, bon, après, on va pas revenir sur cette diapo. Vous voyez qu'on a changé régulièrement de nom d'association et que l'histoire a été de, premièrement, créer le modèle, deuxièmement, de le rendre obligatoire et troisièmement, de démontrer qu'il avait un impact sur la qualité des soins et la qualité du travail, comme on le verra dans une diapositive suivante. Alors, ce que je vous propose, c'est essentiellement de m'appesantir sur cette diapositive. Je pense que vous mettrez à la disposition des auditeurs le diaporama. Les suivantes sont assez bateaux. Celle-là, elle me semble très importante sur plusieurs messages. La première chose, c'est que quand vous avez quelqu'un qui ne va pas bien, c'est quasiment toujours l'association de facteurs personnels et de facteurs professionnels. Donc, l'idée, c'est que quand vous aurez quelqu'un dans votre équipe qui ne va pas bien, c'est d'aller chercher des facteurs personnels qui puissent expliquer pourquoi il ne va pas bien. Alors, bien sûr, il y a, comme vous le voyez, des facteurs intrinsèques qui sont liés au caractère des gens, hein, le perfectionnisme, l'anxiété, le pessimiste, la difficulté de s'adapter. Mais surtout, ce qui est important d'aller voir, c'est s'il n'y a pas eu un déséquilibre récent dans l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle, et si dans l'histoire de vie récente, il n'y a pas eu une cause déclenchante. Alors, je dis toujours la grossesse, le retour de couche, les ruptures sentimentales, les divorces ou un deuil récent. Et ensuite, donc, notre équipe classe les stresseurs environnementaux en cinq catégories. La première,
c'est le type de travail. Bon, on comprend bien que si on travaille le jour, la nuit, 8 heures, 12 heures, si on est médecin, cadre, directeur ou aide-soignant, c'est pas la même chose. Si on travaille en gériatrie, en psychiatrie ou en oncologie, c'est pas la même chose. Donc voilà, tout ce qui tourne autour du travail lui-même. La deuxième chose, c'est la charge de travail. Alors bien sûr, c'est un facteur majeur, en sachant qu'on parle bien de charge de travail perçue par l'individu et que pour une même charge de travail réelle, la charge de travail perçue varie en fonction de l'individu. Et j'insiste aussi sur le fait que la charge de travail doit permettre les espaces d'échange et quand vous n'avez aucune possibilité, aucune latitude sur les espaces d'échange, ça sera difficile d'arriver à une bonne qualité de vie au travail. La troisième chose est la relation interpersonnelle. J'insisterai sur 2 points qui sont les conflits interpersonnels et les personnalités difficiles. Sur l'organisation, je dirais que l'organisation est très liée au management et au leadership et que sur l'organisation, il y a des points qui jouent beaucoup sur la qualité de travail, comme l'interruption des tâches, la définition des rôles de chacun ou la justice par exemple dans le planning. Quand vous avez des grandes injustices, ça pose vraiment des problèmes de qualité de travail et de sources de conflits. Et puis le management. Donc, vous savez que, en fait, pour nous, le management doit être situationnel, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la situation, il faut faire du directif, du persuasif, du délégatif ou du participatif. Donc voilà, donc l'individu avec son histoire de vie, ses stresseurs. Dans le management, il y a aussi bien sûr tout ce qui tourne autour de la gestion des changements. Et ensuite, l'individu va s'adapter par des stratégies d'adaptation, en sachant que la plus efficace, c'est celle qui est ce qu'on appelle le coping centré sur le problème, c'est-à-dire d'analyser pourquoi on ne va pas bien pour essayer de trouver les solutions. Sachez que, par exemple, le coping centré sur les émotions, qui concerne, par exemple, les activités personnelles, les vacances, etc., ça ne marche pas chez les gens qui ne vont pas bien. Donc voilà, donc le schéma général est celui-là, c'est que vous avez l'individu, ses stresseurs, ses stratégies d'adaptation, et ensuite vous avez une qualité de vie au travail qui est dégradée ou qui est satisfaisante. Alors, bon, voilà, donc ça, je pense que ça, c'est complètement classique, et donc avec les différentes phases de l'épuisement professionnel. Ce qui est important à comprendre, c'est que globalement, le burn-out, c'est la phase 4, c'est en fait la phase d'apathie avec une dépression et donc le fait qu'on est incapable d'aller travailler, mais que les phases sont successives et que ce qui est important surtout aussi, c'est de la reconnaître, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez parce que globalement, l'individu ne sait pas reconnaître qu'il est un épuisement professionnel et c'est son environnement, c'est-à-dire ses collègues ou ses proches qui vont le savoir. Quand vous avez quelqu'un qui est en phase d'évitement, qui dit va à ma place parce que moi, j'y arrive plus aujourd'hui, méfiez-vous, c'est souvent une première phase d'épuisement professionnel. Voilà, c'est donc les différents symptômes qui peuvent évoquer un épuisement professionnel, en sachant qu'il n'y en a aucun qui est spécifique. Alors, vous voyez, les troubles cognitifs, troubles de concentration, d'attention, de mémorisation, les soignants qui oublient les choses, qui n'arrivent plus à faire les choses en temps voulu, les pertes de l'estime de soi, l'irritabilité, le repli, l'agressivité, l'absentéisme, bien sûr, les conduites addictives avec l'augmentation de l'alcoolisme, de la prise d'alcool et le tabagisme, et puis tout ce qui tourne autour des symptômes physiques, le type les céphalées, la fatigue, les troubles du sommeil. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a rien de spécifique, mais que c'est spécifique de l'individu. C'est-à-dire que chaque fois que vous n'irez pas bien, vous aurez les mêmes symptômes qui réapparaîtront. Alors, cette diapositive-ci faisait un point en fait sur le taux d'absentéisme moyen, tout secteur confondu d'activité. On est à peu près à 5,1 sur le territoire français. Et c'était une mise en perspective par rapport au taux d'absentéisme des personnels non médicaux en 2018, ainsi que les salariés hospitaliers et le taux de personnes du secteur des soins et de l'aide à la personne, avec un pourcentage de personnes qui souhaitent changer de métier qui est quand même assez alarmant par rapport au taux moyen français. Parce qu'on parle bien là, non pas de changer d'établissement, mais de changer de métier. Je vais donner ensuite la parole à Sébastien Neigeon,
qui est ancien directeur d'établissement MCO SSR, qui a été directeur des ressources humaines du pôle Dijon, puis Bourgogne pour le groupe Ramsay Général de Santé, qui a managé beaucoup de personnes, hein, je crois jusqu'à 1100 ETP, équivalent ETP, et qui est aujourd'hui donc directeur du cabinet Optimis Santé. Nous nous intéressons en fait à sa vision stratégique et opérationnelle de la gestion du CEPS en établissement de santé. Et si on se place côté management et gestion d'un établissement de santé, y a-t-il, Monsieur Neigeon, anticipation aujourd'hui dans les établissements? Voilà un peu la question, je vous laisse développer. Bonjour à tous, merci Jérôme. Donc effectivement, j'ai été pendant 11 ans directeur des ressources humaines dans le secteur MCO et SSR et 3 ans directeur opérationnel. Et ce que l'on peut voir, ça fait écho à la diapositive précédente, hein, c'est-à-dire que le taux d'absentéisme au niveau du secteur de la santé est vraiment élevé, et plus élevé que dans les autres secteurs d'activité, ce qui fait que les établissements et les acteurs de la santé, hein, au niveau direction d'établissement, direction des ressources humaines, font des focus sur l'absentéisme. Différents points au niveau des enjeux, hein, des enjeux importants en termes de fonctionnement, puisqu'on sait très bien que l'absentéisme dans les établissements de santé, et plus spécifiquement dans les services de soins, ont des impacts importants, avec notamment les problématiques de recrutement et de remplacement qu'on connaît dans ce secteur d'activité. Et puis, des enjeux en termes financiers, puisque les établissements, au travers de leur système de prévoyance, peuvent également avoir des impacts importants au niveau financier, avec le montant des cotisations de prévoyance, mais également le coût des remplacements qui est croissant, puisqu'avec les difficultés de recrutement, en fait, on a tendance à se tourner vers l'intérim, ce qui engendre des coûts importants. Alors, la crise, bien sûr, du Covid a accentué l'absentéisme au niveau des établissements, notamment sur les établissements de première ligne qui ont été exposés de manière importante au Covid. Et une des problématiques aujourd'hui, et ça c'est vraiment un retour d'expérience, c'est qu'on a une sous-évaluation des CEPS dans nos établissements de santé actuellement, parce que autant on va analyser l'absentéisme, mais de manière large, autant on ne va pas rentrer dans les causes d'absence vraiment. Alors, aujourd'hui, effectivement, les facteurs liés au CEPS, de ma vision vraiment opérationnelle, hein, sont multiples, à savoir un décalage qui est croissant aujourd'hui et de plus en plus marqué entre l'idéal soignant et la réalité du terrain, hein, puisque aujourd'hui, nos soignants ont moins de temps à consacrer aux patients et on a vraiment un sentiment de frustration dans le travail. Une compression ou une optimisation des effectifs qui est prégnant également aujourd'hui, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Mais malheureusement, ces optimisations d'effectifs ne sont pas ou très peu accompagnées. Et ça, c'est vraiment une source de CEPS importante. Et moi, je voudrais faire un petit focus sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, les échecs que l'on peut avoir dans les restructurations d'établissements ou les restructurations de services sont notamment liés au manque d'accompagnement qu'on peut avoir. Ouais. Alors, ce manque d'accompagnement fait écho également au point suivant, c'est-à-dire le manque de communication du management dans les décisions prises, parce qu'aujourd'hui, on a une perte de sens, à mon avis, des soignants dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on réorganise nos services de soins, on optimise nos effectifs, mais sans en expliquer le pourquoi et comment on va le faire, et surtout sans l'accompagner. Donc ça peut être également une source de CEPS important. La charge de travail et la charge émotionnelle dans certains services. Et enfin, l'impact, comme le disait le professeur Colomba, entre la vie professionnelle et la vie privée, qui est aussi important parce qu'aujourd'hui, au-delà des problématiques collectives, quand on a l'apparition de CEPS au niveau individuel, on s'aperçoit, vous l'avez très bien dit, professeur, qu'il y a une fois sur deux un impact de la vie privée sur les événements.
Aujourd'hui, ce qui est clair également, c'est que les établissements de santé ne sont pas outillés pour faire face au SEPS. Ça, c'est une réalité. Et que je dirais presque la seule porte d'entrée pour l'identification des SEPS, c'est la médecine du travail. C'est la médecine du travail parce que nos salariés, d'un point de vue individuel, ne vont pas aller ou très peu se confier à leurs collègues, ne vont pas aller ou très peu se confier à leurs supérieurs hiérarchiques, et encore moins à la direction ou à la direction des ressources humaines. Donc, le médecin du travail est, à mon sens, un des facteurs permettant l'identification des SEPS. Les cellules d'écoute sont également à disposition des salariés. Beaucoup d'établissements, beaucoup de groupes ont mis en place ces cellules d'écoute. En fait, c'est un numéro que vous avez et vous pouvez parler à un psychologue qui va vous accompagner dans les problématiques exposées. Ou en interne dans nos établissements, les psychologues sont également à disposition des salariés. Mais ce que l'on voit également, si on prend, j'ai rajouté la direction des ressources humaines, mais comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire appel à la DRH pour les problématiques rencontrées. Et la problématique, c'est que les entités internes des établissements ne sont pas à ce jour formées au SEPS. Par contre, ce que l'on voit, et c'est un peu antinomique avec le fait qu'on ne soit pas formé au SEPS, c'est que nombre d'établissements aujourd'hui ou de groupes se structurent pour faire face à ces problématiques, notamment en signant des accords, que ce soit des accords RPS, des accords QVT. Mais aujourd'hui, il y a un besoin qui est, à mon sens, très important de s'outiller pour faire face à cette problématique. Alors là, je prends ma casquette de consultant. Aujourd'hui, de par les expériences et les missions qu'on a pu faire au sein du cabinet Optimis Santé, ce que l'on s'aperçoit, c'est que nous sommes appelés par les établissements, en fait, pour faire face à des problématiques de SEPS, mais sous l'angle organisationnel et collectif. C'est-à-dire que les établissements, vous nous mandatez en fait pour des missions sur une problématique bien identifiée. Et on va rapidement s'apercevoir que ce problème qui est organisationnel et collectif va avoir un écho avec les SEPS et va devoir être traité. Donc, pour ça, on a différentes étapes dans nos missions, une étape de diagnostic, qui permet d'avoir une vision externe à l'établissement. Ça, c'est très important parce que aujourd'hui, les dirigeants des établissements ou même l'encadrement qui sont quotidiens avec leurs services n'ont pas ce recul et cette vision. Bien sûr, l'identification des problématiques et les préconisations et l'outillage pour les résoudre. On va également proposer des accompagnements, mais là, on va se retrouver également avec la même problématique exposée précédemment, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas être formées. Et aujourd'hui, c'est vraiment un problème pour la gestion des SEPS. Comme je vous le disais précédemment, ce qu'on peut aussi voir au travers des différentes missions que l'on a, c'est que beaucoup d'établissements aujourd'hui ont conscience de ces problèmes, sont volontaires dans la résolution de ces problématiques, mais il manque réellement des outils d'évaluation relatifs au SEPS. Voilà. Merci beaucoup Sébastien pour cette intervention. Je vais maintenant redonner la parole au professeur Colomba. On a bien compris par là que la réponse n'est donc pas monolithique. Il me semble qu'il faut donc mobiliser à la fois les personnes et les équipes, les encadrants. Donc c'est toute une organisation qu'il faut donc réussir à mettre en place pour lutter contre le SEPS. Pouvez-vous, professeur Colomba, développer les méthodes et outils de lutte contre le SEPS? Je vais reprendre un peu ce qu'a dit M. Neigeon, c'est-à-dire qu'en fait, la prévention, elle est double. Elle est à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau du service. Voilà, donc au niveau individuel, effectivement, dans la prévention, il y a plusieurs
plusieurs façons de voir les choses. La première chose, c'est qu'en fait, il faut préserver sa vie personnelle. Donc, j'ai un copain psychiatre qui dit toujours gardez 1 heure par jour pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent. Donc, ça me paraît très important. La deuxième chose, c'est de s'interroger sur son positionnement régulièrement, alors soit avec les gens qui connaissent, soit tout simplement avec des collègues ou avec sa famille. La troisième chose, c'est en fait dans ses activités personnelles, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Et donc, on insiste beaucoup sur les ressources psychocorporelles, on insiste beaucoup sur le sport, c'est-à-dire en fait prendre de la distanciation avec une activité qui vous plaît. Et puis, au niveau donc activité elle-même, la première chose, c'est de s'appuyer sur ce qui existe, en particulier sur les espaces d'échange, et puis d'aller en formation. Par exemple, on sait très bien qu'une activité diversifiée pour les médecins préserve de l'épuisement professionnel et que les gens qui ne font que des consultations vont beaucoup moins bien que ceux qui font des consultations, des visites et de la formation. Donc, cette démarche individuelle peut être mise en place d'ailleurs au niveau d'un établissement avec donc des activités dédiées en particulier aux soignants et des espaces de ressourcement et également de discussion sur le travail. Au niveau collectif, donc on va bien sûr vous présenter ce que nous on a mis, sur quoi on travaille depuis des années et des années. Juste pour rappeler quelques règles. En fait, globalement, au niveau collectif, il y a 2 grandes causes qui jouent. La première chose, c'est la charge de travail. Et en particulier, je vous l'ai dit, si la charge de travail ne permet pas les espaces d'échange. Et deuxièmement, c'est l'organisation et le management. Et on peut dire que globalement, c'est très lié, puisqu'en fait, le management va être à l'origine de l'organisation si on permet à l'équipe de créer son organisation. Donc, voilà. Donc, la qualité de vos travail d'une équipe de soins, c'est le management de proximité, c'est le cadre et les médecins. Et la qualité de vos travail des médecins et des cadres, c'est la gouvernance. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a à la fois le type de management, donc, en particulier sur le soin, donc être dans un management participatif, également la qualité du manager, qu'on appelle le leadership, c'est-à-dire en fait avoir un leadership bienveillant qui essaie de tirer l'équipe vers le haut, qui est très qui favorise l'autonomie et qui est très individualisé. Donc voilà notre modèle, sauf erreur de ma part. Voilà, donc c'est cette démarche participative donc a été créée il y a maintenant une trentaine d'années et associe 5 composantes. Donc en fait c'est une organisation très pratico-pratique. Hein. C'est premièrement mettre en place des formations internes aux équipes pour que les gens se connaissent et apprennent à se connaître et à discuter ensemble. Deuxièmement, c'est au niveau des espaces d'échange des équipes, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle les staffs pluriprofessionnels, où toute l'équipe est présente, où l'aide-soignante, l'infirmière, les soins de support, la psychologue, l'assistante sociale, etc. Et les médecins vont, à partir du besoin des patients, déterminer le projet de prise en charge globale du patient. Et sachez que ces staffs sont obligatoires depuis 2004, normalement, dans tous les services de soins. La troisième espace d'échange, c'est ce qu'on appelle le soutien aux équipes. C'est-à-dire, en fait, le fait que lorsqu'on a une situation difficile, on puisse se poser avec un psychologue extérieur au service pour discuter de nos difficultés. Et le 4e espace d'échange, ce qu'on appelle les espaces d'échange de managers, le top management, c'est-à-dire en fait discuter ensemble des décisions qui relèvent du top management. Et bien sûr, tous ces espaces d'échange, en particulier les staffs pluriprofessionnels et la démarche, les espaces spécifiques de managers, repose sur l'intelligence collective et la co-construction. Et puis, le cinquième aussi très, très important, c'est les groupes de travail sur la démarche projet avec les groupes de travail sur le travail réel. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prise en charge du patient? Comment on peut mettre en place une circulaire? Voilà, comment on peut améliorer un fonctionnement, etc. Et sachez que moi, j'ai eu pendant 30 ans toujours des groupes de travail au niveau de mon service. Voilà, donc c'est l'association de ces cinq composantes et l'idée, c'est est-ce que ça a un impact sur la qualité de vie au travail, est-ce que ça a un impact sur la qualité des soins. Donc, là, on va vous présenter les résultats de publications assez récentes dans des revues américaines qui montrent premièrement que donc, la démarche participative avec ces différentes composantes
améliore la qualité de vie au travail. Et vous voyez, c'est pas une petite amélioration, puisqu'en fait, le lien entre cette organisation et la qualité de vie au travail, c'est à 10-9. Vous savez que pour avoir un lien entre deux facteurs, c'est P inférieur à 0,05. 0,01, ça commence à être très bien. 0,01, c'est exceptionnel. Là, on n'est pas à 0,01, on est à 1 milliard. D'accord ? Donc, vous voyez l'impact de notre organisation sur la qualité de vie au travail. Ça impacte également la satisfaction au travail et l'engagement au travail. L'idée, c'était, on a démontré que cette organisation améliorait la qualité de prise en charge des patients évalués par les patients. Et là, je regarde M. Neigeon, puisqu'en fait, je crois que ça n'a jamais été démontré dans le monde. Ce qui a été démontré, c'est l'amélioration, l'impact de la démarche d'une organisation ou d'un facteur sur la qualité des soins évalués par les soignants et par les patients, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, nous, on a fait cette démarche dans 25 services d'oncopédiatrie en comparant à chaque fois la qualité de vie au travail et la démarche participative et les facteurs organisationnels et la qualité des soins évalués par les enfants de plus de 12 ans et par les parents de moins de 12 ans. Et vous voyez que notre démarche participative améliore la satisfaction globale des patients et non pas des soignants, vis-à-vis des soignants, pardon. Ça améliore l'information et la communication vis-à-vis des patients. Et on a regardé s'il y avait une corrélation entre notre modèle et les facteurs qui sont connus jouer le plus sur la qualité de vie au travail, c'est-à-dire en fait le leadership qui fait confiance aux autres, la justice organisationnelle, le soutien à l'autonomie et le soutien de l'organisation. Et vous voyez que là, on n'est plus à 0,01, on est entre 10-12 et 10-21 de corrélation. Donc, vous voyez qu'il y a une corrélation absolument exceptionnelle entre notre organisation et les qualités du manager. Est-ce que c'est le manager qui met en place notre organisation ou est-ce que c'est l'organisation qui attire ce type de manager? Je ne peux pas vous répondre. Je vous remercie. Merci, professeur. On a bien compris maintenant que l'un des problèmes à surmonter est une meilleure connaissance de l'ensemble des acteurs. Et cela passe donc notamment par la formation. Et donc, en partenariat avec le professeur Colomba et une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la santé, Audace a développé un module de formation ludifié pour comprendre et agir contre le sepsis à son niveau, au niveau collectif et dans son management quotidien. Il s'agit du module intitulé « Détecte-moi si tu peux », qui est un outil aujourd'hui distribuable via le web. Cet outil e-learning est paramétré pour s'intégrer dans tous les emplois du temps, destiné au personnel soignant et leur encadrant. C'est une véritable mine d'informations, une méthode éprouvée et intelligente de prise en charge. Le e-learning Détecte-moi si tu peux est donc un outil réalisé sous une forme ludifiée. On va parler de serious game, avec comme objectif pédagogique être capable de définir les causes du sepsis, être capable d'identifier une personne souffrant de sepsis, être capable d'appliquer ses connaissances dans le cadre d'études de cas, être capable de modifier son organisation pour éviter les cas de sepsis, être capable d'auto-évaluer ses connaissances et pratiques dans ce but, et également une mise en œuvre opérationnelle dans son établissement. Le e-learning Détecte-moi si tu peux est divisé en 5 chapitres de manière à être totalement fluide et insérable dans une organisation du travail au quotidien. Il est également composé d'un chapitre spécifique complémentaire qui s'adresse uniquement aux managers. Il est composé entièrement d'activités interactives. L'idée là, c'est de proposer en fait une forme graphique ludique et une approche pédagogique qui est basée véritablement sur l'action de l'apprenant. C'est donc plutôt une pédagogie de type pédagogie inductive. Il y a de véritables mises en scène dans lesquelles en fait on va vous proposer des scénarios simulés de situations en service de soins. Il va falloir effectivement révéler la personne qui est souffrante et aider à sa prise en charge. Toutes les ressources et méthodes pour détecter les collègues en souffrance et agir pour prévenir sur le point de rupture sont intégrées dans cet outil, ce qui est
permet également donc d'être non pas seulement sur une première appréhension de l'outil, mais de proposer également des clés, une méthode que la personne peut mettre en place dans son établissement. Au niveau de la mise en œuvre, une séquence spécifique pour les encadrants donne des clés également pour mieux gérer les situations. Enfin, l'outil regroupe en fait à la fois des prérequis informatiques, il est disponible par Internet et quel que soit le type d'ordinateur que l'on utilise, que ce soit sur un plan personnel ou dans le cadre de son établissement. Il a une durée d'1 heure au total, plus un module de 15 minutes spécifique au manager, et cette durée de 1 heure est divisible, comme on l'a vu, en différents chapitres, ce qui fait que je peux passer 20 minutes sur le module, y revenir plusieurs fois, de manière à s'intégrer dans tous les agendas. Le public visé, c'est l'ensemble des professionnels de santé ont mis sur le fait qu'une meilleure information sur le CEPS et une formation de l'ensemble des collaborateurs est un prérequis pour que se développe une culture effectivement de détection des problématiques et de sa prise en charge. Et naturellement, il y a un focus sur la prise en charge par les managers. Enfin, c'est un outil qui est commercialisé au prix de 15 € hors taxe par apprenant, dont le bénéfice ira à l'association Aquavie pour continuer de développer des méthodes spécifiques de prise en charge. Les modalités sont disponibles directement sur notre site internet ou en contact. Donc j'ai intégré en fait ici l'adresse contact@audace.fr. Vous pouvez obtenir, si vous le souhaitez, une demande et un essai gratuit de l'outil. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de la présentation à l'adresse qui est là. Il suffit simplement de suivre le lien en cliquant dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention dans le cadre de ce webinaire. Je vous donne la parole. Si parmi les participants, il y a des questions, n'hésitez pas à vous exprimer. Je peux également vous donner la parole libre si vous le souhaitez. Ne pas utiliser le chat, mais à ce moment-là, branchez votre micro. On peut demander l'avis de Sébastien déjà? Alors, moi, j'ai fait cette formation et je la trouve bien, je la trouve très ludique et surtout, pour moi, il y a une réelle nécessité de formation des professionnels de la santé au sens large du terme, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, le terme de CEPS, je pense pas qu'on l'emploie beaucoup. Le terme de burn-out, par contre, oui, c'est un terme qui est beaucoup employé. Et moi, j'avais l'habitude de dire, quand j'étais DRH, attention à ce terme-là, parce qu'on l'emploie un peu à tort et à travers. Absolument. Donc, aujourd'hui, la possibilité, au travers de cet outil, de se former, de former notre encadrement, me paraît importante et nécessaire. Il y a un autre point qui me paraît très important, et professeur, vous l'avez souligné, c'est l'accompagnement qu'on doit avoir auprès de notre encadrement. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, on a un encadrement en fait qui a gravi les marches au sein des services ou au sein des structures, et qui n'a pas forcément été accompagné ni formé au management d'équipe, à la communication. Et je pense que aujourd'hui, nos services souffrent d'un manque de communication, souffrent d'un manque de sens à ce que l'on demande à nos soignants. La crise a accentué en fait ces problématiques. Donc, il y a une nécessité importante d'accompagnement et de formation. Très bien, merci beaucoup Sébastien pour ce complément. Professeur Colomba, est-ce que vous avez également un complément sur la formation? Si vous voulez, l'interrogation, et j'aimerais bien entendre les DRH ou les directeurs qui sont présents sur ce webinaire. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que globalement, ça doit être une démarche individuelle pour se protéger et comprendre pourquoi je pourrais ne pas aller bien, ou est-ce que ça doit être une démarche d'établissement
voire d'écoles de santé. Et ça c'est une interrogation pour laquelle j'aimerais bien avoir une réponse, parce que c'est un monde un peu que je ne connais pas. La deuxième chose que je voulais dire, je vais prendre cette fois-ci mon positionnement de président de l'Observatoire national de la qualité de votre travail pour dire deux choses. La première chose, c'est que vous avez un site internet sur l'Observatoire et très sincèrement, je vous conseille d'y aller parce qu'il y a beaucoup de retours d'expérience et il y a une expérience qui concerne l'EHPAD de Châteaubriand qui s'appelle Optimisme, qui reflète exactement ce qu'on a mis dans cette approche. C'est-à-dire, en fait, globalement, ce sont des cadres de santé qui arrivent dans un établissement où il y a 36% d'absentéisme et plein de lits libres parce qu'il y a du harcèlement et de la maltraitance. Et en fait, ils mettent en place à la fois une démarche vers l'individu avec des formations, avec la méditation, avec la réflexion de la salle de détente, et puis une démarche participative, que je vous ai montré tout à l'heure. Et en un an, on est à 6% d'absentéisme et 0% de lits libres. Donc, je veux dire, voilà un exemple de terrain qui reflète le contenu de ce Serious Game. Et la deuxième chose, c'est qu'actuellement, il y a une démarche sur 2 points de formation. C'est premièrement une formation obligatoire initiale pour les futurs managers de la santé que sont les directeurs, les cadres de santé et les médecins. Et la deuxième chose, c'est sensibiliser tous les soignants et tous les étudiants en santé à l'épuisement professionnel. Donc, vous voyez, on est complètement dans ça. Et voilà, donc je trouve que au moins pour la deuxième objectif, ce Serious Game est complètement dans notre approche nationale. Alors, on a le chat qui s'éveille. Donc, Chantal Beaucheté nous dit il y a surtout nécessité de remettre les cadres de santé au cœur de leurs équipes, en encadrement des soins et soutien de l'équipe. Je ne sais pas si vous avez un commentaire, ou Sébastien, ou Sébastien, il va nous dire là. Alors aujourd'hui, effectivement, on demande beaucoup aux cadres, on demande beaucoup de gestion administrative. On va vous parler de la gestion planning qui prend beaucoup de temps, même si aujourd'hui il existe des outils qui permettent de gagner un peu plus en rapidité. Et effectivement, de par les expériences et également de par les missions qu'on a eu à faire au sein du cabinet, on s'aperçoit que les cadres sont loin de la réalité du terrain. Alors, pas qu'ils le souhaitent d'être loin, mais qu'ils ont moins de temps pour être auprès de leurs équipes, moins de temps pour les accompagner et peut-être effectivement aussi moins de temps pour détecter les problématiques qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, oui, c'est une réalité. Il y a aussi une réalité du secteur d'activité, qui est une réalité économique. On parlait tout à l'heure de compression ou d'optimisation des effectifs. Il ne faut pas se voiler la face sur cette réalité économique. Donc, je pense qu'il y a en fait un consensus à trouver ou un juste milieu à trouver pour effectivement remettre l'encadrement au sein des équipes, mais tout en leur permettant également d'avoir à gérer, on va dire, l'à côté du soin. Très bien. J'ai une question également de Chantal, de Dominique Jaulme, qui nous demande est-ce que l'outil est utilisé par les managers actuellement à la DP? Démarche participative. Oui. Alors, je ne sais pas, professeur Colomba, vous pouvez répondre? C'est plutôt pour Jérôme, ça. C'est-à-dire, en fait, est-ce que depuis c'est une commercialisation récente, mais est-ce que globalement, vous avez l'impression que les managers sont attirés vers ce type d'outils? Alors, sur un point de vue commercial, il est très difficile aujourd'hui de les intéresser à ce type d'outils s'il n'y a pas effectivement une vision managériale globale et de retour d'investissement. Donc, il y a clairement une sorte de ROI recherché entre chaque euro investi dans la formation
et l'intérêt que ça peut avoir en termes d'économie à terme. Alors c'est bien là tout l'enjeu, c'est que effectivement il faut arriver à déclencher ces investissements au démarrage, si faibles soient-ils, hein, parce que pour former les encadrants et le volume d'apprenants dans un centre hospitalier ou dans une clinique à 15 € par apprenant, ce ne sont pas non plus des budgets très importants. Maintenant, effectivement, le ROI viendra automatiquement par la qualité justement générée par une meilleure connaissance de l'outil, des méthodes et des clés pour justement limiter le nombre d'arrêts. Et donc, le coût de la formation sera automatiquement amorti par cette meilleure prise en charge, sans parler, bien sûr, d'éviter beaucoup de souffrance parmi les collaborateurs. Et donc, moi, j'invite véritablement les DRH ainsi que les encadrants à tester cette formation, tenter de la mettre en place dans leurs établissements. Il y a des licences d'essai gratuites qui permettent en fait de tester l'outil et à partir de là, si les effets sont satisfaisants, on peut déployer au plus grand nombre dans les établissements. Sachant que j'ai l'impression quand même que pour les managers, ça va être un peu un déclic pour dire je vais aller plus loin avec des formations en présentiel. Je vois une autre question qui va un petit peu avec ça, coaching, accompagnement. Je crois qu'effectivement, ça devient de plus en plus nécessaire de prévoir des accompagnements des managers en dehors de la formation. Là, je suis d'accord avec Sébastien. En sachant que ça peut être un accompagnement externe, mais peut-être aussi un accompagnement interne de type, par exemple, de création de collectifs de managers, de cadres ou de médecins qui vont pouvoir ensuite échanger des expériences pour effectivement parler de leurs difficultés et co-construire effectivement une approche commune. Alors, il y avait également une question de Laurence Régnier qui nous demandait si l'outil, la formation était spécifique au secteur médical. Donc, dans le cadre, effectivement, aujourd'hui de l'intitulé de l'outil, syndrome d'épuisement professionnel des soignants, pour l'instant, effectivement, l'outil, lui, se consacre au traitement et à la lutte contre le SEPS dans les établissements de santé. Mais je pense sociaux quand même. Voilà. Médico-sociaux, tout à fait. Et je pense, professeur, que ces méthodes pourraient être tout à fait transférables sur des univers parallèles au monde de la santé, voire à des univers industriels ou tertiaires. Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que l'outil est facilement transposable en le modifiant un petit peu. Parce que, bon, au niveau de notre équipe de recherche, nous, on travaille à la fois sur la santé, sur les étudiants et sur le monde de l'entreprise. Donc, c'est vrai que l'outil est transposable. Mais par exemple, pour les étudiants en général, les causes de l'épuisement professionnel, enfin la fréquence des causes de l'épuisement professionnel est différente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui n'apparaissent que très peu et il y a des choses, au contraire, qui apparaissent alors qu'ils apparaissent très peu chez les soignants. Donc, je pense que c'est un outil très, très facilement transposable en modifiant un petit peu à la fois. Donc, moi, je pense qu'il faut 3 outils sur l'entreprise, un outil sur la santé, un outil sur les étudiants, avec exactement le même déroulé, mais en changeant un petit peu le contenu sur certaines diapositives, enfin, sur certaines diapositives. Très bien. Eh bien, y a-t-il d'autres questions? Remerciement de le renseigner pour cette réponse. Plaisir. Alors, écoutez, j'ai un petit mot de la fin pour conclure. Je rappelle, professeur Neigeon, que vous êtes auteur du livre « Démarche participative et qualité de vie au travail » aux éditions Lamarck, qui permettrait à tous d'approfondir le sujet. Jérôme, sur Internet, il y a quelque chose qui est plus facile et plus ludique. Oui. C'est un film qui est sur Internet qui s'appelle « Pour un travail soigné ». Ça dure 12 minutes. C'est l'illustration de ce qu'on… Et c'est quand même beaucoup plus facile et rapide à regarder que le livre de 250 pages. Oui, tout à fait. Ça sera plus rapide, c'est sûr. Bon, après, n'empêche pas d'aller c'est pas mal non plus. avec vous, mais disons,
Bien sûr. Alors, nous mettrons le lien, en fait, dans le replay final. De cette manière, pour ceux qui souhaitent le suivre, ça sera tout simple, il suffira de cliquer. Donc, merci beaucoup, professeur. Sébastien, avez-vous un petit mot de la fin? Non, juste, je pense que les trois mots à retenir, hein, c'est vraiment communication. Ça me semble primordial aujourd'hui dans le management et l'accompagnement de nos équipes. Accompagnement, justement. Aujourd'hui, ça fait réellement défaut dans beaucoup de services de soins. Et tout à l'heure, la question qui était relative à l'encadrement, qui est un peu loin des équipes symptomatiques. Et puis, formation. Parce qu'aujourd'hui, on a un réel problème de formation, hein, vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, avec des budgets qui ont plutôt tendance, pour différentes raisons, à être réduits. Mais il faut vraiment que nos managers et nos soignants soient formés à ces outils, soient formés à ces problématiques pour qu'on puisse les accompagner. Si je peux rajouter quelque chose, je suis complètement d'accord avec Sébastien et je rajouterais peut-être aussi autonomie. C'est-à-dire en fait vraiment mettre en place des groupes de travail sur le travail réel pour que les gens puissent co-construire leur quotidien. Et vraiment, je vous assure que si on leur laisse faire, ils ont toujours des solutions que nous, on n'imagine pas et qui sont très fonctionnelles. Donc, vraiment, je crois que ces groupes de travail, c'est une des clés de la qualité de vie au travail. Très bien. Merci beaucoup. Il y avait une dernière demande de Dominique Jones qui était qui était une question et en même temps, je pense, un peu une affirmation. Vous avez relevé le rôle des équipes de médecine et psy du travail. Sont-ils assez nombreuses pour aider vraiment? C'était ça. Alors, effectivement, hein, aujourd'hui, les psychologues, notamment dans nos établissements, alors moi j'ai une grande expérience dans le privé, un peu moins dans le public, mais sont plutôt destinés aux patients et prennent en charge nos salariés quand le besoin s'en fait sentir. Donc effectivement, si on voulait ouvrir plus aux salariés, je dirais que le nombre de psychologues dans les établissements n'est pas assez important aujourd'hui. Concernant la médecine du travail, là, on va rentrer dans un grand débat parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons les médecins du travail, nous avons les infirmiers ou infirmières qui accompagnent les médecins du travail. Ils n'ont pas les mêmes rôles, ils n'ont pas les mêmes prérogatives, ils n'ont pas la même formation. Et le temps passé avec les salariés est de moins en moins important. Mais pour les salariés qui sont quand même en difficulté, il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a des créneaux qui leur sont mis à disposition. Il y a des créneaux qui leur sont donnés à leur demande. Donc, je pense que c'est un réel appui aujourd'hui pour les directions d'établissement ou pour les DRH. Très bien. Alors, c'est vrai que les médecines du travail, on l'a bien vu, sont au cœur du dispositif et notamment pour alerter, puisque c'est un modèle intéressant pour que le professionnel puisse s'exprimer sur une personne tiers finalement, et peut-être que cette personne va être plus écoutante, tout au moins dans l'expression en fait de sa souffrance. Toutefois, bon, il faut aussi relativiser. Alors, sont-ils assez nombreux? Mais moi, je poserais une autre question, c'est les visites sont-elles assez régulières? Puisqu'en fait, alors je n'ai pas moi l'expérience du monde de la santé en tant que salarié, mais dans le monde du privé, on voit son médecin du travail tous les 2 ans ou 3 ans des fois. Donc, pour repérer un syndrome d'épuisement professionnel, c'est peut-être pas assez, effectivement. C'est effectivement la même chose, hein. C'est-à-dire que si on n'est pas travailleur de nuit ou travailleur plus exposé, on y va tous les 2 ans, sinon c'est tous les ans. Par contre, c'est vrai qu'il y a une grande quand même communication. Alors après, ça va dépendre des médecines du travail, hein, c'est toujours pareil, malheureusement. Mais moi, en tout cas, pour les médecins du travail que j'ai connus, il y a quand même une grande communication autour de leur disponibilité, autour de leur écoute. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et de fort pour les salariés, à mon sens. Et on revient sur le problème de tout à l'heure qui est le dépistage, c'est-à-dire qu'en fait, être attentif à l'autre, que ce soit son collègue ou
pour le cadre, son soignant, pour ensuite, effectivement, bien l'adresser à la médecine du travail. Tout à fait, on l'aura bien compris, hein, c'est véritablement l'affaire de tous. C'est pour ça que insister sur le fait que tous soient formés est un élément fondamental de cette lutte et de cette détection. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci, professeur Colomba. Merci, Sébastien Ejon. Merci pour votre participation à tous, chers participants. Je vous propose de nous retrouver sur notre chaîne YouTube dans le cadre du replay qui a été enregistré de cette émission. Il y aura également des liens du coup cliquables pour aller vers les ressources disponibles qui présentent en fait le CEPS et la formation qui est associée. Pour aller plus loin sur nos sites internet, et si vous avez des questions précises, nous les ferons suivre à nos invités. Merci donc aux équipes techniques et fonctionnelles Audace pour la réalisation de ce webinaire. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.